Bonjour, je suis Isabelle Fiever, responsable du centre de documentation de l'INJEP, Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire, et nous allons assister aujourd'hui à la 5e édition des rendez-vous de la DOC, donc sur les temps et activités péri- et extrascolaires, quelle satisfaction des parents, quels freins d'accès et quel impact de la crise. Ces rendez-vous de la DOC sont basés sur les résultats du baromètre sur les temps et activités périscolaires de la CNAF, Caisse nationale des allocations familiales et la CNAF. Donc, nous aurons le plaisir et nous serons heureux d'en accueillir les auteurs, Cécile Enselem, chargée de recherche et d'évaluation à la CNAF, Arnaud Crépin, à distance, directeur d'études à l'Institut d'études et conseil TMO. Et en introduction, nous aurons le plaisir d'accueillir Renaud Foirien, chargé d'études à la MEDES, mission études, données et mission enquête, données et enquête statistique de l'INJEP. Il apportera des éléments de cadrage sur l'évolution des fréquentations et accueil collectif de mineurs. Donc, cette séance est enregistrée. Elle sera mise en ligne sur le site de l'INJEP. Elle doit durer 1 heure et il y aura un moment d'échange en fin de session animé par Amélie Moreau, qui est la chef de la mission enquête, donc données et études statistiques MEDES de l'INJEP. Je l'ai mieux dit, excusez-moi. Et elle centralisera les questions qui seront posées sur le site, avec le système QR que vous pouvez trouver en bas de votre écran. Elle rassemblera donc ces questions et elle animera cette séance de questions-réponses. Un dernier mot pour vous dire que les documents mentionnés sont en ligne sur le site de l'INJEP et qu'une bibliographie réalisée à partir du fonds documentaire de l'INJEP est disponible sur le site. Un dernier mot pour remercier la mission Valorisation et diffusion de l'INJEP qui a permis l'organisation de cette session. Je remercie à l'avance tous nos intervenants et je laisse la place à Renaud Foirien et je vous souhaite une bonne séance. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Renaud Foirien. Je travaille à l'INJEP principalement sur les questions d'accueil collectif de mineurs. L'INJEP exploite la base de données SIAM, qui est une base de la JEPVA, puisque en fait la JEPVA est chargée de la protection et de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Du coup, on a cette base de données administrative, la base de données SIAM, qui nous permet de disposer de certaines informations sur les accueils de mineurs. Et donc, je vais pouvoir vous parler en 2 minutes de quelques données dont on dispose. Donc, par exemple, là, vous avez à l'écran normalement une carte de France où on a répertorié l'ensemble des communes qui disposent d'un accueil collectif de mineurs. Il y a plus d'une commune sur 3 en France qui dispose d'un accueil collectif de mineurs. Et en fait, la France, elle est grossièrement découpée en 3 parties. Il y a des communes sans école en France. Et donc, en général, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'accueil de loisirs. C'est un peu moins d'un tiers des communes. Il y a aussi un peu moins d'un tiers des communes qui ont une école, mais qui n'ont pas d'accueil de loisirs. Et sinon, il y a un peu plus d'un tiers des communes, c'est celles que l'on voit en vert clair, qui ont et une école et un accueil de loisirs. Donc, ça peut paraître peu, le fait qu'il y ait seulement 54% des communes avec école qui disposent aussi d'un accueil de loisirs. Mais en fait, là où il n'y en a pas, c'est essentiellement dans les communes rurales, ce qui fait que, en fait, la possibilité la possibilité de fréquenter un accueil de loisirs est quand même importante pour les mineurs. Donc, je vais passer à la diapo suivante, en fait. Voilà, merci. Finalement, on se rend compte que 90% des élèves scolarisés, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, puisque les accueils collectifs de mineurs sont quand même
à la base essentiellement conçu pour les élèves de l'enseignement primaire, même s'il en existe quelques-uns aussi pour les élèves, pour des élèves qui sont scolarisés en collège, voire en lycée. Donc, mais sinon, là aujourd'hui, le sujet, c'est les enfants scolarisés en primaire. Donc, on voit que 90% des élèves scolarisés en primaire ont la possibilité de fréquenter un accueil de loisirs au cours de l'année, que ce soit en périscolaire ou en extrascolaire. Alors après, dans les faits, quand on regarde les différentes périodes qui sont référencées au cours de l'année, on se rend compte que bon, si on se restreint à l'accueil des jours de classe, il y a seulement 80% des mineurs qui ont un accès aux accueils périscolaires les jours de classe, et un peu plus, par exemple, au cours de l'été, 86%, 85% au cours des autres périodes de congés scolaires. Et le mercredi, c'est à peu près 80%. Donc voilà, il y a des petites variations qu'on arrive à repérer. Et sinon, sur l'autre diapo, voilà. Donc sur le volume des effectifs, parce que finalement, les accueils de loisirs, c'est finalement l'un des temps principaux pour les enfants de se retrouver en collectivité, pour du loisir, évidemment, parce que sinon, il y a l'école, mais là, c'est moins le loisir, normalement. Donc, là où il y a le plus de place, c'est le soir après l'école, le plus souvent, et même s'il y a aussi le matin, mais le soir après l'école, c'est à peu près 1,8 million de places. Les mercredis, c'est à peu près 1,4 million. Au cours des congés scolaires d'été, principalement en juillet, c'est 1 million de places ou un peu plus. Et au cours des autres périodes de congés scolaires, c'est autour de 800 000. Donc, c'est quand même des volumes importants. Voilà. Et pour le reste, par rapport à la crise sanitaire, donc les accueils de loisirs, comme les écoles ont été perturbées par la crise sanitaire, donc il y avait eu une baisse très sensible de la fréquentation, notamment à l'été 2020, puisqu'il y avait une baisse de 20% du nombre de places proposées. L'an dernier, c'était 5% de baisse à l'été 2021. Et pour le printemps, ça avait été aussi deux périodes. Le printemps 2020, là, la plupart des accueils avaient été fermés. Et au printemps 2021, il y avait eu au moins la moitié des places qui étaient proposées habituellement qui ne l'étaient plus du fait de la crise sanitaire. Voilà, donc en quelques diapos, j'ai essayé de rappeler brièvement la place des accueils collectifs de mineurs et sans hébergement dans le paysage des loisirs en collectivité des jeunes. Et maintenant, je vais laisser la place à Cécile Enselem et à Arnaud Crépin pour vous parler du baromètre réalisé par la CNAF sur ce sujet-là. Merci. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le baromètre péri extrascolaire 2021. Avant de vous le présenter concrètement, quelques mots. Voilà, merci. Quelques mots pour inscrire ce baromètre dans un contexte un peu plus général, qui est celui de la politique d'accueil de l'enfant en dehors du temps scolaire. Et effectivement, c'est un fort enjeu pour la CNAF et la CAF, et ce, depuis de nombreuses années. Et cet enjeu est double, puisqu'il s'agit… J'ai un petit peu de souci avec la télécommande, désolée. Par ici, ok. Il s'agit donc tout à la fois de soutenir un accueil de qualité pour permettre aux parents de concilier vie professionnelle, vie familiale et sociale, et permettre aux enfants, dans le même temps, de s'épanouir et de tisser des liens sociaux. Donc, par s'épanouir, on entend par là développer son bien-être, son autonomie, etc. Ça se traduit concrètement
notamment par un soutien financier, un soutien aux structures qui organisent les temps autour de l'école, le matin, le midi, le soir, le mercredi et durant les vacances, bien évidemment aux côtés des collectivités locales et des partenaires de la CAF qui jouent un rôle crucial pour le développement de ces structures. Il y a aussi donc, pour soutenir le développement d'un accueil de qualité, un fort enjeu de connaissance et de compréhension. Concernant l'offre proposée sur ces temps d'accueil, dont les activités encadrées dans des clubs ou dans des associations, activités sportives, culturelles, artistiques, techniques, nous en reparlerons un peu plus tard. Concernant donc cette palette des possibles de l'offre, on peut s'interroger sur les parents mobilisent-ils cette offre périscolaire ou d'autres activités encadrées pour leurs enfants? Le cas échéant, qu'en pensent-ils? Et c'est la raison pour laquelle la Direction des statistiques, des études et de la recherche, la DSER de la CNAF, réalise un baromètre. Ce baromètre est réalisé depuis 2014. Et donc, la CNAF a confié au cabinet TMO, qui nous fait le plaisir aussi d'intervenir aujourd'hui, comme vous l'avez compris, donc a confié la réalisation de ce baromètre qui consiste à interroger à intervalles réguliers des parents d'enfants âgés de 3 à 10 ans qui sont scolarisés à l'école élémentaire ou primaire. Maternelle ou élémentaire, désolé. Cette interrogation porte à la fois sur leur utilisation de cette offre et sur leurs opinions concernant les 3 temps suivants. L'accueil périscolaire, c'est-à-dire l'accueil le matin, le midi, le soir, le centre de loisirs, le mercredi, les vacances scolaires, les activités extrascolaires, c'est-à-dire activités encadrées en dehors de l'école ou en club ou en association. Pourquoi vous pouvez constater qu'il y a des guillemets à ces temps? Parce que là, nous employons le langage plus proche de celui des parents que le langage institutionnel. C'est-à-dire que les parents utilisent bien davantage le mot centre de loisirs pour inscrire leur enfant le mercredi et durant les vacances que le terme périscolaire qui leur sert à désigner plutôt l'accueil le matin, le midi et le soir. Et donc, ce baromètre s'appuie sur un questionnaire élaboré donc dans une démarche barométrique que l'on assure grâce à un socle commun de questions à chaque édition, mais aussi des questions spécifiques liées au contexte particulier du moment. Par exemple, la réforme des rythmes scolaires était un contexte fort et donc on s'était adapté à ce contexte pour élaborer nos questions. Précisément pour l'édition du baromètre 2021, un contexte était fortement à prendre en considération puisque c'était conduit entre mi-mars et mi-avril 2021, le contexte de la pandémie. Et c'est une des spécificités donc très fortes de ce baromètre. Il faut donc avoir en tête que dans ce contexte, et M. Forien l'a un petit peu l'a abordé, l'offre et les conditions d'accueil étaient plus ou moins modifiées. La demande des parents également pouvait être modifiée puisque le télétravail s'était fortement renforcé et que certains avaient dû passer en activité partielle. Mais il y avait une deuxième spécificité à cette édition au niveau davantage de l'analyse. C'est-à-dire qu'on a ajouté 2 axes d'analyse par rapport aux éditions précédentes. Premier axe, on a essayé d'aller chercher un peu plus les raisons pour lesquelles on ne fréquente pas l'accueil périscolaire et le centre de loisirs, et les besoins d'accueil périscolaire tôt le matin et tard le soir. En tout, ce sont 9 355 familles qui ont été interrogées, 1 502 par téléphone et 7 853 ont répondu en ligne. Il faut savoir que les éditions de 2019 et 2021 sont comparables grâce à l'utilisation des mêmes méthodes de recueil et de redressement des données. Quand on va envoyer le PowerPoint à l'issue de cette séance, on vous rajoutera, pour ceux et celles qui sont intéressés, des petits éléments techniques que là, on épargne à celles et ceux qui seraient un peu moins intéressés. Je passe maintenant la parole à Arnaud. Alors, que ressort-il de ce baromètre? D'abord, de façon générale,
on a cherché à présenter un petit peu quels étaient les niveaux de participation aux différents temps péri- et extrascolaires, avec évidemment une comparaison 2019-2021, puisque on pourrait considérer que l'édition 2019 donne un résultat, on va dire entre guillemets, normé, tandis que l'édition 2021 est évidemment impactée par le contexte de la pandémie liée à la Covid-19. Alors, que ressort-il concernant l'usage global des accueils périscolaires, le matin ou le midi et ou le soir? Eh bien, c'est que cet usage a relativement peu évolué entre 2019 et 2021. Grosso modo, 4 enfants sur 5 fréquentent les accueils périscolaires, ne serait-ce que rarement. Concernant la fréquentation des centres de loisirs, elle s'est un peu plus abaissée que pour les accueils périscolaires. On est passé de 43% d'enfants fréquentant le centre de loisirs à 35% en 2021. Enfin, on note que c'est la pratique d'activités encadrées qui, de loin, a le plus diminué dans le contexte de la crise sanitaire, puisque en 2019, près de 60% des enfants âgés de 3 à 10 ans pratiquaient au moins une activité encadrée. Ce score est tombé à 36% en 2021, c'est donc 23 points de moins. Si on peut passer à la diapositive. Oui, j'ai un petit souci de télécommande. Ouais, je vous laisse faire. Alors, si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles la fréquentation, en tout cas la participation dans le cadre des activités extrascolaires s'est amenuisée, eh bien, que nous disent les familles? Elles nous disent que effectivement, en raison du contexte sanitaire, eh bien, l'activité qui était pratiquée par leur enfant a soit été supprimée de façon provisoire, voire même parfois définitive. 79% des parents citent ce motif comme l'explication qui fait que finalement leur enfant ne pratique pas ou plus d'activité. Les autres raisons citées sont la forte modification des conditions d'exercice de l'activité, par exemple une activité qui a dû avoir lieu exclusivement en extérieur, par exemple, ce qui pouvait poser quelques soucis. La crainte de la contamination par la Covid-19 a été également citée. Et puis, enfin, le protocole sanitaire qui, du point de vue des familles, 13% en tout cas le disent, était jugé trop contraignant pour la pratique d'activité par leur enfant. Alors, au-delà de ces usages globaux, l'idée c'est d'entrer un petit peu plus dans le détail pour constater que c'est l'accueil périscolaire du midi qui continue de s'associer à la plus forte fréquentation, puisque en gros 80% des enfants s'y rendent, 78% en 2021, on voit un score qui s'est très peu abaissé de seulement 2 points, avec quand même les 2 tiers qui fréquentent cet accueil du midi tous les jours ou presque. L'accueil du soir, quant à lui, est utilisé par la moitié des enfants, c'est le résultat 2019, 45% en 2021, et un quart des enfants utilisent cet accueil périscolaire du soir tous les jours ou presque, donc de façon très régulière. Enfin, l'accueil du matin est fréquenté par un tiers des enfants en 2019 et 28% en 2021, avec en gros 15% des enfants qui l'utilisent tous les jours ou presque. Concernant le centre de loisirs, il est le plus mobilisé lors des vacances, qu'il s'agisse des petites vacances ou des grandes vacances, puisque un peu plus d'un tiers des enfants s'y rend durant les vacances, 29% en 2021. Il y a donc eu un abaissement sur cette fréquentation durant les vacances d'en gros 5 à 6 points. Pour la fréquentation du mercredi, qu'il s'agisse du matin ou de l'après-midi, on voit que le contexte sanitaire a un peu moins impacté,
on est en gros sur un cinquième des enfants, enfin 20%, qui fréquentent le centre de loisirs avec des résultats assez homogènes pour le matin comme pour l'après-midi. Concernant maintenant les modalités d'usage des activités encadrées, alors là, on a évidemment des résultats qui ont beaucoup oscillé du point de vue de la pratique. On avait 59% d'enfants pratiquant chaque semaine au moins une activité encadrée. C'était un résultat d'ailleurs qui était stable en comparaison des enquêtes antérieures, ce 59%, puisqu'on avait pour les éditions 2014 et 2016 toujours un peu plus d'un enfant sur deux âgé de 3 à 10 ans qui pratique chaque semaine une activité encadrée. On l'a dit, ce pourcentage s'est fortement érodé puisqu'on est passé maintenant à un peu plus d'un enfant sur 3 en 2021 qui pratiquait une activité du fait, abaissement du fait évidemment du contexte sanitaire. Alors, quelles sont les conditions de pratique ? Eh bien, en 2019, on avait 54% des enfants qui s'adonnaient à leur activité une fois par semaine, 31% 2 fois par semaine et 14% 3 fois par semaine et plus. Ce qu'on note, c'est que en 2021, la part des enfants qui pratiquent une fois par semaine est montée à 65%, contre, on l'a dit, 54% en 2019. De ce point de vue, le contexte sanitaire a donc surtout réduit la fréquence hebdomadaire des activités. Par contre, si on regarde le dernier graphique, il n'a eu que peu d'effet sur le nombre d'activités effectuées. On reste sur les mêmes proportions, 2 tiers des enfants qui pratiquent une seule activité, 1/4 qui en pratiquent 2, et enfin une minorité, 8%, qui en pratiquent 3 et plus. Cette participation aux différents temps péri- et extrascolaires est soumise à quelques effets, évidemment, selon certains paramètres. On a souhaité en ressortir 2. D'une part, l'âge des enfants, et d'autre part, on le verra tout à l'heure, la situation en emploi des parents. Alors, concernant l'âge des enfants, eh bien, cet âge influence différemment la fréquentation des 3 temps péri- et extrascolaires. Pour ce qui est de l'accueil périscolaire, en gros, de la petite section CM2, on note une grande stabilité de la fréquentation des enfants, que ce soit pour l'édition 2021 ou bien pour les éditions précédentes. Par contre, l'âge impacte beaucoup plus nettement la fréquentation du centre de loisirs et la pratique d'une activité encadrée. Il revêt un impact plus notable parce que, par exemple, en centre de loisirs, à l'école maternelle, on note une nette augmentation de la fréquentation de la petite section à la grande section. À l'école élémentaire, on a une relative stabilité de la fréquentation, un niveau proche de la grande section, en gros, mais un recul à partir du CM2. Sur les activités encadrées maintenant, lorsqu'on regarde le pourcentage d'enfants qui pratiquent une activité encadrée, dire d'abord que plus les enfants sont grands, plus ils pratiquent une activité, ce qui est un résultat probablement attendu. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que la progression est très forte aux âges jeunes. Si on regarde les résultats 2019, on peut considérer qu'ils sont un peu plus la norme. On passe ainsi de 20% d'enfants pratiquant une activité encadrée en petite section, c'est-à-dire à l'âge de 3 ans, et on monte à plus de 50% en grande section. Ensuite, la courbe, évidemment, s'arrondit quelque peu. On est en gros à 2 tiers d'enfants pratiquants en CP et en CE1. Et à partir du CE2, CM1, CM2, vous voyez, on n'a pas dissocié les résultats selon ces 3 niveaux scolaires. C'est 3/4 des enfants qui, en 2019, pratiquaient une activité. On retrouve la même forme de courbe, à peu près, sur l'édition 2021, avec par contre, évidemment, des niveaux de pratique qui sont assez en dessous de ceux de 2019 pour les raisons évoquées précédemment. Deuxième paramètre qu'il est intéressant de prendre en compte pour nuancer un petit peu les usages des temps péri- et extrascolaires, c'est la situation d'emploi des parents.
Alors, ce paramètre-là joue cette fois-ci pour l'ensemble des 3 temps. Pour l'accueil périscolaire, on note que chez les familles en emploi, le taux d'usage est proche de 90%, 88% en 2019, 87% en 2021, tandis qu'il est inférieur de 20 points pour les familles au sein desquelles il y a au moins un parent qui n'a pas d'emploi. L'usage est quand même de 2/3 concernant l'accueil périscolaire. Sur le centre de loisirs, on observe les mêmes différences, un recours plus important des familles en emploi, 50% en 2019, 40% en 2021, et un moindre recours chez les familles où il y a au moins un parent qui est sans emploi. Enfin, concernant les activités encadrées, il était intéressant de rajouter deux types de familles à l'intérieur même des familles en emploi et des familles avec au moins un parent sans emploi, parce qu'on voit qu'on a un petit peu plus de nuances concernant cet indicateur de pratique. On voit que c'est les familles biactives, de parents qui sont en emploi. C'est au sein de ces familles donc que les enfants sont le plus pratiquants. C'était 69% en 2019, 44% en 2021. Ce score s'abaisse un tout petit peu au sein des familles avec un seul parent en emploi, les familles monoparentales actives. Et puis, il va s'abaisser encore un peu plus chez les familles avec 2 parents dont un seul sans emploi. Et là où il est le plus bas, c'est les familles où soit il y a un seul parent et il n'a pas d'emploi, soit il y a 2 parents et ils sont sans emploi. On voit des écarts qui sont assez notables, puisqu'on passe quasiment du simple au double en termes de pratique d'activité entre les familles où tous les parents sont inactifs et les familles où tous les parents sont actifs, puisqu'on passe de 20 à 44% en 2021 et on passait de 35% à 69% en 2019. Donc un rapport de 1 à 2. Ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que de façon générale, les familles actives recourent sensiblement plus que les familles inactives au temps péri- et extrascolaire. Quels sont maintenant les motifs donnés par les familles pour expliquer le fait qu'elles recourent au temps péri- et extrascolaire? Eh bien, les différences qu'on vient de voir tout à l'heure entre profils familiaux révèlent d'une certaine façon l'impact des contraintes organisationnelles dans les usages des familles. On a vu qu'il y a des différences selon que les familles étaient en emploi ou pas en emploi. Ainsi, si on examine les raisons pour lesquelles les familles utilisent l'accueil périscolaire du soir, eh bien 88%, exactement comme en 2019, disent que leur usage est lié à leurs contraintes organisationnelles. On a également pour le centre de loisirs cette idée qui se retrouve puisque 82% des familles, c'était 78% en 2019, déclarent inscrire leur enfant parce que c'est une solution de garde pour elles. D'une certaine façon, on pourrait conclure finalement que si la crise sanitaire a peu ou moins impacté ces 2 temps d'accueil, d'une part l'accueil périscolaire, d'autre part l'accueil en centre de loisirs, ainsi qu'on l'a vu précédemment, c'est aussi peut-être sans doute parce que ces accueils répondent à un besoin essentiel de garde d'enfants. En gros, on n'a pas trop le choix. Et d'ailleurs, il n'est pas surprenant de voir que finalement, si les activités encadrées ont un peu plus subi l'effet de la crise sanitaire, c'est aussi parce que les raisons pour lesquelles les parents y recourent suivent une logique un peu différente que celle qui était mise en évidence pour l'accueil périscolaire et le centre de loisirs. Il s'agit que très marginalement d'un besoin de garde. C'est un motif qui est donné par seulement 6% des familles. C'était 5% en 2019, là encore, ça a très peu bougé. Mais dans la plupart des cas, l'inscription à une activité encadrée relève surtout de la volonté d'éveiller et d'épanouir l'enfant. C'est un motif donné par 94% des familles. Elles étaient 92% en 2019. Cela étant, le centre de loisirs
comme l'activité encadrée, eh bien, le recours à ces deux temps, il s'inscrit aussi par le fait que les familles cherchent des motifs éducationnels tels que l'éveil et l'épanouissement. Alors, c'est un peu moins cité pour le centre de loisirs, mais ça ressort quand même à hauteur de 71%. Les aspects de socialisation, rechercher l'autonomie de l'enfant est également quelque chose qui est cité de la même façon pour le centre de loisirs et pour l'activité encadrée. Interroger maintenant, non plus sur les raisons de recours, mais sur les raisons de non-recours au temps péri et extrascolaire. Alors, hormis les raisons liées à la crise sanitaire, eh bien, concernant l'accueil périscolaire, la majeure partie des familles évoquent ou une absence de besoin, ou bien leur préférence pour une autre solution de garde. 81% des familles disent que ce sont les raisons pour lesquelles elles n'utilisent pas l'accueil périscolaire. Sur cette préférence pour une autre solution de garde, il convient de noter qu'au global, un quart des familles déclarent recourir régulièrement ou occasionnellement à un mode d'accueil pour leur enfant avant et ou après l'école. Souvent, c'est un proche, dans 60% des cas. Pour 15% des familles, ils sollicitent une assistante maternelle. Les autres motifs de non-recours à l'accueil périscolaire, finalement, sont très peu cités, qu'il s'agisse par exemple du coût, qu'il s'agisse de la nature des activités, qu'il s'agisse des horaires également. Concernant le centre de loisirs, l'absence de recours tient dans une large mesure au fait que les familles mobilisent d'autres solutions pour la garde de l'enfant, elles préfèrent d'autres solutions de garde. 66% des familles donnent cette raison. Le coût du centre de loisirs est un motif qui ressort dans des proportions non négligeables, puisqu'il est cité par 22% des familles pour expliquer le fait qu'elles ne souhaitent pas recourir à l'accueil en centre de loisirs. Mais c'est aussi un frein à la pratique d'activités encadrées, puisqu'il est cité par 21% des familles. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire un petit focus sur cette question du coût d'accès au centre de loisirs et aux activités encadrées. On l'a vu, il représente un frein bien plus présent que pour l'accueil périscolaire. Il faut souligner que c'est un frein d'autant plus important que les familles ont de moindres ressources. Ainsi, pour le centre de loisirs, on l'a dit, en gros, c'est 20% des familles qui expliquent que c'est un frein. Eh bien, pour les familles qui disposent de moins de 3 000 € net mensuels, c'est un frein un peu plus fort puisque 26% des parents l'évoquent. À l'opposé, seulement 10% des familles qui disposent de 4 000 € et plus de ressources le citent. Pour l'activité encadrée, on retrouve également cet impact du niveau de ressources des familles, puisque dans les familles qui disposent de moins de 1 500 €, 31%, c'est près d'une sur trois, disent que le coût de l'activité encadrée est un frein à la pratique pour leur enfant. À l'inverse, dans les familles qui disposent de 3 000 € et plus, c'est un frein que pour seulement 8% des familles. On constatera également que les découpages ne sont pas les mêmes selon le centre de loisirs et les activités encadrées. C'est à moins de 3 000 € qu'on cite plus fortement la cherté comme étant un frein pour l'accueil de loisirs, pour l'accueil en centre de loisirs, pardon. Par contre, c'est à moins de 1 500 € que le prix est un frein pour la pratique d'une activité encadrée. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des usages. Ce qu'il est intéressant maintenant d'évoquer ensemble, c'est la nature. Quelles sont les activités pratiquées par les enfants? Alors, d'abord, il faut dire que c'est durant l'accueil périscolaire du soir, puisque là maintenant on s'intéresse précisément aux activités lors de l'accueil périscolaire. C'est donc pour le soir que les parents ont une meilleure visibilité de ce que fait leur enfant, puisque seuls 16% des parents ne se prononcent pas quant au fait que leur enfant participe ou non à des activités. C'est 9 points de moins que pour le matin et 13 points de moins que pour le midi.
c'est de midi probablement que les parents ont une moins bonne visibilité de ce que fait leur enfant. En outre, le pourcentage de parents signalant qu'il n'existe aucune activité encadrée est aussi plus faible le soir. Ils sont 20% dans ce cas, 9 points de moins que pour le matin, 17 points de moins que pour le midi. Cela étant, quels que soient les moments, matin, midi et soir, ce qui est essentiellement proposé aux enfants, ce sont des jeux collectifs ou individuels. Ils sont très majoritaires le matin. Si ce ne sont pas des jeux, ce sont plutôt des activités calmes. Lecture, citée par 35% des parents, éveil et découverte, comme des activités de cuisine, bricolage, 26%, enfin relaxation, 11%. Sur le temps de midi, outre les jeux collectifs ou individuels, ressortent les activités physiques et sportives, citées par 48% des parents, et également les activités artistiques, dessin, musique, danse, citées par 30% des parents. Ces activités arrivent avant les activités plus calmes de lecture ou de relaxation. Pour le soir, enfin, là encore, ressortent un peu plus fortement les activités artistiques et les activités physiques et sportives. À l'instar de l'accueil périscolaire, concernant les activités en centre de loisirs, c'est la dimension ludique de ces activités qui est soulignée par les familles, puisqu'une majorité, 58%, estiment que les activités pratiquées par leurs enfants sont principalement ludiques, quand 16% les jugent surtout éducatives et seulement 25%, un quart des familles, les jugent occupationnelles. De ce point de vue-là, on peut considérer que les familles mettent de nouveau en avant le rôle du centre de loisirs dans le développement de l'enfance. Pour rappel, elles étaient quand même 71% à avoir inscrit leur enfant pour l'éveiller et l'épanouir. Il faut noter également que sur cette question des activités, la crise sanitaire a très peu modifié la nature des activités proposées aux enfants, puisque les résultats 2019 sont très comparables aux résultats 2021. Enfin, s'agissant des activités encadrées extrascolaires, eh bien, comme en 2019, l'activité encadrée la plus pratiquée en club, association, maison de quartier, c'est de loin le sport, pour 88% des enfants. Ensuite viennent les activités artistiques comme le dessin, la musique par exemple, citées par 23% des familles, et puis enfin les activités culturelles. Là encore, la crise sanitaire a très peu modifié la nature des activités encadrées pratiquées par les enfants. Un croisement intéressant à proposer était de regarder quelles étaient les différences de pratique entre les garçons et les filles. Eh bien, ce qui ressort, c'est que les filles sont 2 fois plus nombreuses à effectuer une activité artistique, 32%, contre 16% des garçons. En revanche, les garçons affichent un taux plus important pour la pratique d'un sport. Ils sont 93% contre 83% des filles. Concernant cette pratique d'activité encadrée, on a interrogé les parents pour savoir quelle était finalement leur opinion sur leur caractère indispensable ou bien, disons, leur caractère plus optionnel. Eh bien, pour 30% des familles, elles considèrent qu'il est indispensable que leur enfant fasse des activités encadrées en dehors de l'école, même quitte à les forcer. C'est quelque chose qui doit être fait par leur enfant. Pour 52% des familles, la moitié, il est utile que les enfants fassent des activités encadrées, certes, mais c'est quand même à eux d'en faire la demande. Et puis enfin, une opinion plus minoritaire qui est émise par 16% des familles est qu'il n'est pas indispensable que les enfants fassent des activités encadrées hors de l'école. Donc on le voit bien, ce qui prédomine quand même dans la posture des parents, c'est pour plus de 80% d'entre eux cette idée que la pratique d'une activité encadrée, c'est quand même quelque chose d'indispensable, voire de très utile. Score de 80% à mettre en regard avec la pratique réelle des enfants qui se situe plutôt à hauteur de 60% en dehors de l'effet du contexte sanitaire. Dernier aspect qu'il était important de restituer dans cette présentation, ce sont évidemment les questions de satisfaction vis-à-vis des temps péri- et extrascolaires.
Alors, pour rendre compte de la vie des familles sur l'ensemble de ces temps, des notes de satisfaction sur 10 ont été attribuées sur différents aspects, les encadrants, les conditions d'accueil, les tarifs pratiqués, l'information également donnée à parents. On a pu en déduire un indicateur synthétique qui a été exprimé sous deux formes, une note moyenne, ce sont les graphiques de base, et puis un indicateur discrétisé en 4 niveaux de satisfaction. Ce sont les 3 graphiques situés en haut de la diapositive. Ce qu'on note, c'est que l'accueil périscolaire, commençons par lui, s'associe au global à un niveau de satisfaction très correct, puisque 31% des familles s'en disent très satisfaites, 42% assez satisfaites. Ça fait près de 3/4 des familles qui portent finalement un regard positif sur l'accueil périscolaire. Il est vrai que pour le centre de loisirs, la satisfaction est plus élevée. On est à 86% des familles satisfaites et elle est encore plus élevée pour la pratique d'une activité encadrée puisqu'elle se monte à 94%. En considérant les notes moyennes de satisfaction, il faut souligner qu'elles se situent finalement à des niveaux comparables à 2019, signe que finalement l'accueil, la qualité de l'accueil ne s'est pas dégradée en dépit de la crise sanitaire, ou alors peut-être que les parents aussi ont pu se montrer un peu plus compréhensifs compte tenu du contexte. Finalement, l'accueil périscolaire obtient une note moyenne de satisfaction de 7 sur 10, on l'a dit, c'est très correct. On est plutôt autour de 7,5 pour le centre de loisirs et on monte jusqu'à 8 pour l'activité encadrée. Dans le détail, concernant l'accueil périscolaire, c'est l'information donnée aux parents sur les activités périscolaires qui continue de susciter le plus d'opinions négatives, puisque 44% s'en disent insatisfaites, c'était 42% en 2019. Il y a un petit décalage dans le tableau. Le 44% concerne bien l'information donnée aux parents sur les activités. Concernant le centre de loisirs et les activités encadrées, la satisfaction est élevée, voire très élevée, quel que soit le critère retenu. Le coût, par contre, fait figure d'exception, puisque au regard de leur budget et des activités proposées, eh bien, 51% des familles considèrent qu'elles paient trop cher pour le centre de loisirs, 10% beaucoup trop, et 58% des familles considèrent qu'elles paient trop cher pour l'activité encadrée, dont 12% beaucoup trop. Alors, à noter deux choses. D'une part, c'est qu'à partir de 4 000 € net de revenus mensuels des familles, eh bien, l'insatisfaction vis-à-vis du coût du centre de loisirs est moindre, alors que pour l'activité encadrée, elle est assez uniforme, quel que soit le niveau de ressources. Et puis, enfin, dire que cette question du coût, on l'a dit, pouvait constituer un frein pour l'usage de l'accueil en centre de loisirs et pour la pratique d'une activité encadrée. Eh bien, on voit également qu'elle constitue cette question du coût un motif de moindre satisfaction des familles, surtout au regard des autres critères. Je vais repasser la parole à Cécile pour conclure. Merci Arnaud. Alors avant de conclure totalement, on a voulu, vous voyez, c'est 8% des familles seulement, pourrait-on dire, qui sont insatisfaites des horaires d'accueil. On a voulu creuser un petit peu plus. Ah, voilà. Puisque, effectivement, les horaires de l'accueil périscolaire trouvent de façon donc très satisfaisante le besoin des familles en majorité. Pour autant, 7% souhaiteraient leur extension le matin et 8% le soir. Ce besoin est exprimé plus particulièrement chez deux types de familles. D'abord, les familles monoparentales actives et les parents aux horaires de travail atypiques. Par horaire de travail atypique, on entend ici le fait de travailler tôt le matin, tard le soir et à horaire non fixe. On constate que concernant la demande d'extension des horaires le matin, pour que l'accueil débute plus tôt le matin, ce sont 10% des familles monoparentales actives qui le demandent et 12% des parents aux horaires de travail atypiques. Pour que l'accueil s'achève plus tard le soir, ce sont 12% des familles monoparentales actives et 15% des familles aux horaires de travail atypiques. Donc, on a voulu regarder
Et en cumul, pardon, c'est 1% des familles qui veulent à la fois plus tôt, à la fois plus tard. Et donc, on a voulu regarder encore un peu plus près cette question du besoin spécifique en termes d'accueil, parce que il est vrai que dans le champ de la petite enfance, que ce soit concernant les crèches ou les assistantes maternelles, on voit bien que c'est une problématique émergente, cette question des horaires plus tôt ou plus tard, et on le pose moins, ou en tout cas c'est moins visible pour l'accueil périscolaire. Or, donc on reste toujours sur un besoin d'accueil souhaitant des familles qui souhaitent une extension des devoirs le matin. On est toujours à 7% des familles, donc effectivement c'est une minorité, mais creusons leurs besoins davantage. On constate avec le graphique de gauche que donc finalement c'est bien 60% qui veulent un accueil entre 7 heures et 8 heures, et après 8 heures, que le créneau le plus important se situe entre 7 heures et 7h15. Mais on voit qu'avant 7 heures, ce qui est donc quand même beaucoup plus tôt que ce qu'on peut connaître en termes d'accueil ordinaire, ce sont 40% qui souhaitent une ouverture donc avant 7 heures, avec voilà, des pics, vous voyez, à 6h30, 6h45. Concernant le soir, donc on est toujours, je le rappelle, sur 8% des familles qui expriment un besoin d'extension d'horaire le soir, enfin plus grande le soir. Là aussi, on est sur les mêmes ordres de grandeur, 60% qui souhaitent une ouverture avant 19h, mais donc 40% à partir de 19h, et ce jusqu'à 20h et après. Et on voit que c'est de manière un peu plus étalée que pour le matin, mais voilà, ce sont tout de même des horaires, c'est une ouverture, une attente des parents bien plus importante que ce que les accueils périscolaires peuvent offrir aujourd'hui dans la plupart des cas. Et donc, il nous semblait aussi intéressant, pourquoi on avait creusé cette question du besoin spécifique en matière d'horaire, c'est que finalement, on voit que c'est assez révélateur de la complexité à élaborer une politique publique, à élaborer une réponse publique face à un besoin. Parce que, rappelons-nous, le double objectif du soutien, du développement des accueils de qualité, c'est bien à la fois de favoriser la conciliation vie familiale, vie professionnelle des parents. Donc là, effectivement, on est bien dans cet enjeu majeur pour certains parents de maintenir leur emploi, parce que, bien évidemment, on pourrait tout à fait dire, oui, mais le mieux, notamment pour les familles monoparentales, j'ai vu ça sur certains sites, le mieux, c'est qu'elles ne travaillent pas à horaire décalé. Oui, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc, en tout cas, il y a donc un enjeu majeur à aider les parents à garder leur emploi. D'un autre côté, quel contenu donner, quelle modalité d'accueil concrète en périscolaire peut prendre, quelle qualité d'accueil à partir de 7 heures. Est-ce que la qualité a la même définition que quand c'est dans la journée, le midi, le matin, le soir, mais le soir étant fin d'après-midi? Voilà. Est-ce que, on l'a vu, le type d'activité ludique, éducative, etc., on peut proposer la même chose à 7 heures? Et est-ce que c'est à l'accueil périscolaire de le faire? Puisque ça peut, voilà, on peut voir beaucoup d'initiatives locales dans la petite enfance, mais ce sont souvent des assistantes maternelles. Et puis, j'ai pu voir aussi quelques initiatives en matière d'accueil périscolaire pour ouvrir plus tôt le matin, mais c'est à partir de 7 heures, alors qu'est considéré le plus tôt. Voilà. Donc, comment concilier besoin de l'enfant, besoin du parent, et tout ça dans le bien-être de l'enfant. Merci beaucoup. Donc, Amélie Moreau, j'ai suivi les questions nombreuses que vous nous avez soumises. Et donc, pour rebondir un peu sur la conclusion, il y a une demande sur quelle est la différence de perception des parents et quelle est la différence dans le questionnaire entre activité ludique, éducative, occupationnelle. Est-ce qu'on est vraiment sur ce que les parents perçoivent ou est-ce qu'il y a une définition dans le guide du questionnaire? J'en fais plusieurs peut-être ou j'en fais une salve.
Ensuite, il y a une question, pour rester un peu sur la nature des activités, sur les chiffres, sur la baisse de la fréquentation, ont-ils été analysés par rapport aux activités fermées à cause du Covid, donc selon la nature des activités, donc les contraintes administratives. Et ensuite, une troisième pour finir, pour une première salve, une question un peu plus sur la déclinaison des analyses. Est-ce que des analyses régionalisées ont pu être produites? Il y a une question très spécifique sur la Guyane. Et après, il y a des analyses selon le plus territorial, selon le type de commune, donc milieu rural, périurbain, urbain. Ça doit pas mal jouer sur les besoins et la demande. Merci. Arnaud? Alors, pour première question, sur le côté ludique, occupationnel ou éducatif, effectivement, on est sur la perception des parents. Enfin, ça reste une position, entre guillemets, subjective. C'est leur perception de ce que fait leur enfant au centre de loisirs. Hein. Donc, on est vraiment bien là sur un aspect très déclaratif des familles. Je prends la question 3 et 4 sur les questions de croisement complémentaire, d'une part selon la région et d'autre part selon les types de communes. Nous n'avons pas fait de croisements régionaux. On pourrait tout à fait le faire. Il n'y a pas d'obstacle technique à ça. Il est vrai qu'en général, ça donne peu de choses parce qu'on est sur des approches très macro et les spécificités régionales pourraient avoir du mal à ressortir. Cependant, cela pourrait se vérifier à nouveau. Il n'y a pas de difficulté technique, si ce n'est quand même, pour rebondir sur les attentes de résultats pour la Guyane, par exemple, la limite du nombre de répondants, puisque sur certaines régions, on pourrait avoir un nombre de répondants assez réduit qui rendrait les résultats fort peu significatifs. Concernant les résultats selon le type de commune, oui, tout à fait. On a sorti effectivement des résultats selon le type de commune. Il y a quelques variations pour certains résultats. Alors, excusez-nous, on n'a pas tout présenté parce que sinon, on aurait pris 3 ou 4 heures de votre temps. Mais si besoin, ces résultats ont été transmis à la CNAF et évidemment, on en tient à disposition pour de plus amples approfondissements. Peut-être j'ouvre une toute petite parenthèse et dire qu'effectivement, on a une matière assez conséquente pour ce baromètre, près de 10 000 familles interrogées, ce qui autorise des croisements simples, mais aussi de double niveau, par exemple les familles actives habitant la région parisienne. Effectivement, il y a une matière très riche qui demande à être exploitée. On en a ressorti un essentiel de 4 pages, une présentation d'1 heure, mais les possibles sont nombreux concernant cette riche matière. Je rebondirai, merci Arnaud, et je rebondis justement sur cette idée, juste pour préciser qu'effectivement, là, on est en train de réfléchir au sein de la DSER de la CNAF sur l'avenir de ce baromètre et puis d'autres que l'on porte, qu'on réalise. Et une des idées que l'on a, c'est de précisément peut-être réduire parce qu'on a beaucoup de questions et une matière très riche, dont on se dit qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus approfondi. Et donc, à l'avenir, pourquoi pas, mais c'est une question à laquelle on réfléchit actuellement, pourquoi pas réduire le nombre de questions dans le socle commun qu'on pose à chaque édition pour se permettre de faire des focus, et notamment un des focus pourrait être précisément le milieu rural. Donc, ça demanderait à la fois un axe d'analyse nouveau, mais aussi d'ajouter peut-être d'ajouter des familles allocataires. Voilà, mais ça, il n'y a aucun obstacle technique à se faire. Et précisément, c'est une des réflexions en cours. Merci. Alors, je continue à suivre les questions. Il y avait une question sur, il y a plusieurs questions sur le profil de mobilisation des accueils périscolaires en fonction de l'âge. Notamment, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce qu'il y a peu de places ouvertes ou est-ce que c'est les parents qui mobilisent moins? Donc ça, je vais me permettre de répondre pour Renaud. Ce qu'on suit, c'est la capacité des places offertes et c'est par tranche d'âge. Donc c'est 3-6 ans, si je ne me trompe pas, Renaud, c'est les seuils légaux par rapport à la réglementation sur l'accueil collectif de mineurs. Donc a priori, il n'y a pas de distinguo sur les places ouvertes en fonction de l'âge. Donc ce n'est pas un effet, il y a peu de places pour les petites sections. Donc, c'est plutôt, a priori, un besoin des parents qui serait différent selon la progression de l'enfant dans le système scolaire.
Et donc ensuite, sur le profil, j'ai perdu le fil, pardon, ben, je vais vous poser une autre question du coup. Donc, il y a une question qui est plus une question d'ouverture pour l'évolution de vos questionnaires. Est-ce que quelqu'un qui s'étonne qu'il n'y ait pas de questions sur l'accueil des enfants en situation de handicap ou sur des questions sur l'articulation avec l'école? Peut-être que vous n'avez pas présenté tous les résultats. Oui. Quelqu'un qui attend déjà les résultats pour 2022 aussi. Très bien. 2022, il n'y aura pas de baromètre. Au mieux 2023, mais pas 2022. Parce que quand on a dit que c'était un intervalle régulier, il ne faut pas non plus que ça soit tous les ans. Sinon, on ne peut pas percevoir une évolution quelconque. Donc voilà, on est en réflexion aussi sur la fréquence, mais ça devrait être tous les 2-3 ans maximum. Pas moins, pas plus. Si nous avons posé des questions sur les enfants porteurs de handicap, malheureusement, en termes de traitement statistique, Arnaud, ce n'était pas possible de... Enfin, mais on a le taux, on a la fréquentation en Oui, triable là. oui, tout à fait. On a posé la question aux familles si leur enfant, c'est-à-dire l'enfant pour lequel ils répondaient au questionnaire, était en situation de handicap ou pas. Et au final, on a eu 285 familles qui ont répondu pour leur enfant porteur de handicap. Alors, il apparaît sur certains résultats quelques différences, naturellement. Il est vrai, on n'en a pas parlé lors de cette présentation. Mais là encore, bien entendu, ce sont des résultats qui pourront être regardés sous cet aspect-là, avec la difficulté par contre que comme on a un peu moins de 300 familles, on pourra regarder leurs résultats propres. On pourra évidemment moins descendre sur les familles actives avec enfants handicapés, les familles inactives avec enfants handicapés, puisque rajouter un niveau de croisement, là par contre, serait probablement insatisfaisant du point de vue statistique. Mais en tout cas, on a des choses sur ces donc 285 familles qui nous ont répondu. Il y a une demande sur je recherche, pardon, sur les profils de pratiques extrascolaires, sur les pratiques. Est-ce qu'il y a des questions sur le coût, les tarifs, sur les... Il me semble que vous avez un peu présenté, ça doit figurer dans le 4 pages, le profil des personnes qui mobilisent les pratiques extrascolaires des enfants. Non, pas le profil. Justement, on en parlait hier. Ah mais on veut toujours plus de résultats, vous savez. Mais justement, on se propose aussi de répondre à quelques questions, alors pas toutes parce que voilà, on va peut-être pas avoir le temps, mais avec Arnaud, on se proposait de répondre à plusieurs des questions posées auxquelles on n'aurait pas pu répondre là et pas plus dans l'essentiel parce qu'effectivement, on disposait de 4 pages pour rendre compte d'énormément de matière et c'est aussi en réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait produire en plus d'un 4 pages dans d'autres collections dont dispose la CNAF, comme les dossiers d'études qui peuvent être un peu plus conséquents. Donc peut-être qu'on pourrait croiser. Voilà. Alors ensuite, là, on n'a pas vraiment des questions, mais plus des réactions. Donc sur les freins, quelqu'un qui signale qu'en effet, sur le terrain, le coût est un frein pour les familles à faible revenu. Or, peuvent être celles qui manifestent le plus de besoins pour les accueils, pour ces accueils-là. Sur la question de l'amplitude, des amplitudes horaires, voilà, la question, est-ce que c'est les... Enfin, c'est plus de façon proactive. Est-ce qu'il y a des documents qui peuvent être envoyés au maire pour solliciter des ouvertures des amplitudes? Quelqu'un qui relevait le problème, la problématique que vous souleviez, qui était comment concilier besoin de l'enfant sur une plage, une amplitude d'accueil qui peut déjà être de 11 heures max, et en même temps, positionnement de l'équipe des animateurs, quel rôle doit jouer l'animateur périscolaire par rapport au respect de l'enfant, etc. Parce qu'il a très certainement envie de dormir avant 7 heures, plus que de s'éveiller intellectuellement. Maintenant, si je puis me permettre juste, en même temps, c'est bien le cas, enfin les familles se débrouillent et on ne sait pas trop comment, et c'est ça aussi, on ne peut pas, enfin voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un paradoxe, ça révèle bien le paradoxe de la complexité, enfin la complexité à élaborer une réponse publique. Parce que si on ne fait rien, de toute manière, ces parents vont travailler tôt ou tard, et comment font-ils? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont plus accueillis convenablement par leurs grands-parents ou par une voisine? Bon, peut-être, mais ce n'est pas d'emblée dit, quoi. C'est une vraie question de comment répondre d'un point de vue politique publique à cette... Oui, que je trouve assez passionnante. Ce qu'on peut dire sur ce point, justement, c'est qu'effectivement, on a donné pas mal de chiffres, ce qui est la vocation d'un baromètre, mais après, il y a sans doute des dimensions qualitatives qui sont
qu'il est intéressant de traiter, notamment sur cette question des besoins d'extension de l'accueil périscolaire. Nous qui faisons également des entretiens auprès des familles, constatons que ce sont souvent des besoins qui sont peu exprimés parce qu'on va préférer recourir à un proche ou à de la famille pour couvrir ses besoins d'accueil tôt le matin ou tôt le soir, et puis aussi que c'est des besoins qui sont un petit peu inhibés, dans le sens où ce n'est pas toujours très facile pour une famille de dire que voilà, elle aurait besoin d'un accueil avant 7 heures le matin ou après 19 heures le soir. Dans l'entendement, ça peut être un petit peu compliqué à exprimer ce besoin, et on voit bien, ça reste aussi des besoins inhibés qui ne remontent pas forcément, toujours. Alors là, on l'a, nous, à travers ces éléments de mesure barométriques, mais voilà, leur prise en compte relève d'une dimension quantitative et aussi qualitative. Eh ben, je vais vous remercier et clore cette présentation. Remercier Cécile Anselem et Arnaud Crépin et Renaud Florien de cette présentation, et vous remercier tous les participants de vous être connectés pour la qualité des questions et des échanges. Et on donne rendez-vous au prochain rendez-vous de la doc.